Aïe, aïe, aïe. Ah, attention à ta gauche. Ah, diode! Attends, j'utilise mon outil. Ouais, je booste les dégâts, mais ça ne se passe pas bien. À quoi est-ce que vous jouez? À Legend of Sorcerer 2, on est des sorciers et sorcières et on affronte des vagues de monstres. Ouais, bah là, les sorciers, là, ils se font ratatiner plutôt, ouais. Les capacités graphiques de ce jeu sont impressionnantes. On ne voit même plus vos personnages sous la masse de monstres tellement ils sont nombreux. Ah! Ça, c'est pas ce qu'on vient de perdre. Bah, ça donne bien, ouais, mais ça, c'est les technologies modernes, hein. À une époque, c'était pas comme ça. Ouais, quand on y repense, le premier jeu vidéo utilisait un PDP-1 et un affichage avec oscilloscope. C'était plus que rudimentaire. Toi, tu vas repartir en explication historique. Je te propose qu'on en profite pour faire un épisode sur les jeux vidéo. Oh, à fond! En 1961, soit au début de l'informatique, les ordinateurs étaient encore réservés aux UNIF ou aux labos de recherche. À l'époque, des petits jeux ont été développés par des chercheurs et des étudiants pour le fun et accessoirement pour tester la puissance des ordinateurs. Et là, un jeu a particulièrement marqué les esprits, c'était Space War. Oh, je suis ton père. Tu confonds avec Star Wars. Oui, merci, je sais. C'est un petit jeu où l'on pilote 2 vaisseaux et on se tire dessus. Il s'est rapidement répandu dans les laboratoires d'informatique partout dans le monde. Il a même par la suite été porté sur bornes d'arcade. Ah, les bornes d'arcade, ça, c'était une belle époque. On se retrouvait dans une grande salle remplie d'espèces de frigos avec un écran, des boutons et des joysticks, et on pouvait découvrir plein de jeux avec ses amis, si on avait de la monnaie. On a fêté ton 32e anniversaire la semaine passée. À moins que tu aies voyagé dans le temps, tu n'étais pas né en 1980. Ah ouais, ok, j'ai vu ça sur internet, mais ça avait l'air tellement bien. C'était un lieu de rassemblement, tout se faisait ensemble. Génial, quoi. Avec les avancées technologiques, les jeux vidéo ont énormément changé. Ils peuvent maintenant être plus complexes, plus détaillés, avec plus de fonctionnalités. Par exemple, la démocratisation d'Internet a permis la création de jeux en ligne où on peut jouer avec des gens à l'autre bout du monde. Les évolutions technologiques ont permis de dépasser des limites infranchissables par le passé. La miniaturisation des composants électroniques, par exemple, y a énormément contribué, au point qu'on a pu créer des casques de réalité virtuelle dès les années 1990. Au début de l'histoire des jeux vidéo, tout était en 2 dimensions. C'était à cause des limitations en termes de puissance de calcul des consoles. Avec l'augmentation des capacités des composants informatiques, on est maintenant capable de créer des jeux en 3 dimensions, avec des simulations de comportement de la lumière, des simulations de matière, de gravité, de particules, etc. C'est quand même dingue. En effet, les humains ont toujours été très motivés à faire évoluer leur technologie de procrastination avancée, au point de immerger dans des mondes virtuels bien plus intéressants que leur journée au boulot. Ouais, ensuite, on devrait peut-être plutôt se demander si c'est pas la journée de boulot qui devrait devenir plus fun. Pour résumer, un jeu vidéo, c'est un logiciel avec lequel un ou une joueuse va interagir via une interface et avec une manette, une souris ou autre, et recevoir un retour visuel, auditif, voire même tactile. C'est un média interactif. Alors pour simplifier, on va percevoir un univers qui va être présenté via des périphériques de sortie et agir sur cet univers en utilisant des périphériques d'entrée. Et ce sont des ordinateurs qui s'occupent de simuler l'univers, les personnages qui le peuplent et calculent les images à afficher. Oui, comme on l'a vu dans un épisode précédent, une image sur un écran, c'est un ensemble de pixels et l'ordinateur va déterminer la couleur de chacun d'entre eux. Il fera ça en fonction de la position du personnage dans l'image, de son apparence physique, de son environnement, des sources de lumière, etc. Il devra faire ça pour chaque image affichée, donc plusieurs fois par seconde pour simuler de mouvements. Donc plus les images seront complexes et nombreuses, plus l'ordinateur devra être puissant pour être capable de les afficher. En fait, les jeux vidéo ont toujours été très liés aux machines qui les font tourner. Au début, par exemple, on avait les Game & Watch, des sortes de mini-consoles portables. Elles étaient très limitées et les images affichables étaient prédéterminées. De fait, chacune ne faisait tourner qu'un ou 2 jeux. Et si on voulait varier les plaisirs, ça faisait beaucoup de plastique. Puis, il y a eu des consoles de salon qui fonctionnaient avec des cartouches. Le programme du jeu était contenu dans la cartouche et c'était la console qui faisait les calculs et envoyait une image à l'écran. Depuis, il y a eu beaucoup d'autres supports pour les jeux. Et de nos jours, ils n'ont même plus besoin de support physique. Les jeux sont dématérialisés. On les télécharge via Internet et on les stocke directement sur notre ordinateur. En plus, les offres se sont énormément diversifiées en termes de genre. Il y a maintenant des jeux de plateforme, d'action, d'exploration, d'énigmes. Oui, et quand je vois comment on peut jouer des nuits entières avec Swan, je me dis que c'est quand même une addiction. Ah, tu joues des nuits entières, toi? Ah bah ça explique pourquoi tu fais la gueule tous les matins. En fait, la question de l'addiction est un problème bien réel, mais pas si simple. Les gens ne démarrent pas une addiction simplement en commençant à jouer. Oui, l'addiction c'est plus complexe que ça. On parle d'addiction
quand la pratique est compulsive, c'est-à-dire qu'on est incapable de s'en empêcher ou de s'arrêter, qu'elle interfère avec la vie quotidienne et qu'elle remplace ou empêche les relations sociales. Ou si on joue pendant des heures, mais qu'on peut quand même continuer ses activités, voir des gens, se faire à manger, prendre une douche, ça n'a pas d'implication négative sur notre vie. Donc là, on ne peut pas parler d'addiction. En plus, le jeu vidéo peut être une pratique sociale. Il y a plein de jeux qui se jouent en multijoueur, c'est-à-dire avec d'autres personnes. Non seulement ça va faire passer du temps avec des amis, mais en plus c'est générateur de communauté. Ouais, je me souviens quand j'étais petite, j'avais parlé de ma passion de Minecraft à mes parents. Je leur ai montré ma base et alors finalement, on a fait un serveur privé et on a construit une base tous ensemble. Ah oui, et le premier jeu auquel j'ai joué, c'était mes parents qui m'avaient montré, c'était Breath of the Wild. Ils m'avaient montré tous les secrets et je suis devenu un fan inconditionnel des jeux Zelda. Pour s'y retrouver dans toute l'offre de jeux, il existe une signalétique pour identifier les contenus sensibles, comme la violence, l'horreur ou les gros mots. On appelle ça la classification PEGI. Elle est obligatoire. Elle indique aussi l'âge conseillé pour jouer à tel ou tel jeu. Ouais, et tous les jeux ne sont pas toujours centrés sur la violence. Il y a d'autres approches de l'interactivité et plein de manières de les mettre en scène. De nos jours, il ne peut plus y avoir de discussion sur l'aspect artistique des jeux vidéo. Que ce soit du point de vue de l'histoire, de la musique, des visuels, du design, de quasiment tout, c'est une forme de création unique et riche. Et en fonction des ambitions, ça peut prendre beaucoup de temps de créer des jeux vidéo. Oui, et ça dépend de plein de choses, de la taille du jeu, de sa complexité, du niveau de détail, des problèmes techniques qu'on rencontre pendant le développement, mais aussi et surtout de la taille de l'équipe. Il y a plein de structures qui peuvent créer des jeux vidéo, depuis le petit studio de 30 personnes aux gigantesques entreprises qui comprennent des milliers de personnes. Mais ça peut aussi être seulement 2-3 personnes qui créent un jeu, voire même des développeurs solo, donc des personnes qui le feraient toutes seules. Bah oui, on n'a qu'à en créer un tous les trois. Oh ouais, c'est trop une bonne idée! Oh, vous savez quoi? C'était Ismatic, on se retrouve pour le prochain vlog, j'ai d'autres choses à faire!